Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans leur conformité au devoir de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de la loi française sur le devoir de vigilance et de ses 6 ans d'application. Alors, la loi française sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre a donc été adoptée le 27 mars 2017, donc il y a 6 ans à quelques jours près. Cette loi, je vous le rappelle, vise à traduire en droit le concept du devoir de vigilance en créant pour les grandes entreprises françaises une nouvelle obligation de mettre en place une démarche, et une démarche effective évidemment, pour identifier et gérer les risques d'avoir des impacts négatifs sur les droits humains et l'environnement, ces impacts pouvant être causés par l'entreprise elle-même ou par ses filiales contrôlées ou sous-traitants et fournisseurs avec lesquels il existe une relation commerciale établie. Donc cette loi française est une loi pionnière, elle est la première en Europe à créer cette nouvelle obligation juridique. Elle est restée un certain temps, même si aujourd'hui on a d'autres lois européennes. 6 ans après, on a quand même un recul sur l'application de la loi par les entreprises, sur les pratiques qu'elles ont mis en place, même si, vous le savez, il y a encore des questions d'interprétation avec les contentieux en cours et des décisions sur le fond qui se font attendre, mais nous devrions en avoir en 2023. Et bien sûr, l'application de la loi française s'inscrit aussi dans le cadre de la future directive européenne sur le devoir de vigilance qui devrait aussi aboutir en 2023. Donc nous sommes à un timing quand même assez particulier autour de cette loi. Et pour en discuter, j'ai le grand plaisir d'accueillir le député Dominique Potier, qui a été rapporteur de cette loi à l'Assemblée nationale. Dominique, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc, vous avez porté l'adoption de cette loi pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Vous avez aussi obtenu l'année dernière un rapport de mission d'évaluation. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quel regard vous portez sur cette loi 6 ans après son adoption ? Mais écoutez, toujours un rapport d'étonnement par rapport à ce combat qui a été à de moult reprises mis en cause, périlleux. On peut parler d'un parcours du combattant entre 2012 et 2017 avec cette adoption in extremis tout à la fin de cette mandature. L'étonnement, c'est également le fait que 5 ans après, c'est un projet de directive européenne suite à des rapports du Parlement, un rapport de la Commission, une adoption récemment par le Conseil des États, un trilogue qui aujourd'hui statue sur la future directive. On pourra dire que avec un horizon 2027 pour les dernières mises en œuvre nationales, si la directive est produite en 2023, 2024, 25, 26 pour la mise en œuvre, en 10 ans, on aura eu une loi française, une loi nationale qui aura inspiré le droit européen et peut-être contribué à un petit peu changer la mondialisation, en tout cas les flux économiques et les façons de produire à l'échelle mondiale. Et ça reste c'est trop long pour les ONG, pour les victimes d'une mauvaise mondialisation. C'est trop long par rapport à l'urgence climatique, mais ça reste sur le plan politique assez extraordinaire. Donc je suis à la fois acteur et observateur étonné de cette mutation, de cette révolution culturelle qui s'opère dans les entreprises, dans les gouvernements et bien sûr dans la société civile. Merci. Et donc, on voit beaucoup d'acteurs, effectivement, qui se mobilisent autour de cette loi. Selon vous, quels sont vraiment les rôles de chacun, les entreprises, le gouvernement lui-même, les institutions, la société civile, pour porter ce devoir de vigilance et surtout pour rendre cette obligation effective en pratique ? Il faut rappeler peut-être à ce moment à quel point cette loi est originale. S'il a mis longtemps à aboutir en France, c'est qu'elle était une véritable innovation. Et vous l'avez dit, à l'échelle planétaire, c'était nouveau, c'était une création. L'innovation, c'est de réussir à dépasser la question de l'extraterritorialité. Vous savez qu'on fait la loi dans son pays et on n'a pas à faire la loi dans d'autres pays. Il est bien qu'il en soit ainsi. N'empêche que nous sommes tous interdépendants.
sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan social. Et cette interdépendance, nous la découvrons à travers les crises sanitaires, à travers les crises économiques, à travers les désordres géopolitiques comme aujourd'hui avec l'Ukraine. Et cette interdépendance, elle nous force non seulement à être souverain dans notre pays, mais à être souverain de façon solidaire. Et c'est ce que dit cette loi. Habilement, elle rend responsable, elle dit la responsabilité des donneurs d'ordre, ceux qui ont le pouvoir économique, sur leur chaîne de sous-traitance et leurs filiales au-delà des frontières. C'est au nom de leur pouvoir économique qu'elles sont tenues responsables de prévenir, comme vous l'avez très bien résumé, les risques inhérents à la nature et à la dignité humaine. Donc cette loi est extrêmement innovante. Elle l'est également parce qu'elle porte les questions sociales et environnementales au même niveau. Elle est même très moderne en cela, qu'elle traite les questions environnementales comme des questions sociales. Et puis, moi, je tiens à le redire à chaque fois, c'est une loi qui prévoit des sanctions, bien sûr, pour tous les manquements au plan de vigilance, mais c'est surtout, par le principe de la vigilance, une loi de prévention. Elle vise à changer les pratiques en profondeur des entreprises afin de prévenir. Elle ne vise pas à arrêter la mondialisation, mais à la transformer, à l'humaniser, à étendre l'état de droit, finalement, au-delà des frontières, comme un principe universel. Alors, quand on a dit tous ces grands principes, quel est le rôle de chacun? Eh bien, je crois qu'on a constaté dans la fabrique de cette loi que c'était une alliance assez originale entre la société civile, il n'y a pas tant d'exemples que ça dans notre pays et en Europe, une société civile composée d'ONG, bien sûr, de syndicats, de chercheurs, mais également de représentants du monde de l'entreprise. Je pense à l'association Entreprises et droits de l'homme, je pense au Forum pour l'investissement responsable, je pense à des leaders d'entreprise qui sont engagés à titre personnel. C'est toute cette société civile faite d'un monde intellectuel, de personnes engagées dans l'entreprise et d'organisations de plaidoyer des droits humains et de l'environnement, qui sont associées à des parlementaires dans une logique qui a souvent été transpartisane. Et cette fabrique de la loi par le bas, par la société civile et le Parlement, et finalement, elle est assez inédite. Elle a fait basculer une majorité, elle a obtenu, sur une pression très longue du gouvernement, un accord, et mieux que cela, elle a résisté à l'alternance, et elle s'est accomplie tranquillement dans notre pays, et elle a fait école ailleurs. Quel est le rôle des uns et des autres? Je crois que celui du Parlement et aujourd'hui Parlement européen et les parlements nationaux, c'est de pousser à une directive la plus ambitieuse possible et à être vigilant sur la mise en œuvre de la loi et de la future directive. Celui du gouvernement est non seulement d'avoir une ambition pour la France et pour l'Europe en matière d'une éthique de la mondialisation, mais c'est également de créer des structures administratives, des autorités administratives ad hoc qui vont pouvoir accompagner les entreprises et assurer un contrôle autant que de sanctionner. L'appareil judiciaire s'est mis en place progressivement et des adaptations ont été faites pour que les tribunaux compétents soient saisis le moment venu. Mais moi, je crois beaucoup à un État qui non seulement sanctionne sur ses pouvoirs régaliens, mais accompagne le monde de l'entreprise afin qu'il relève les défis de la responsabilité sociale et environnementale. La responsabilité des entreprises est absolument majeure. Il leur appartient de créer un écosystème démocratique en leur sein qui dépasse la tentation de cocher les cases et d'une protection juridique des entreprises elles-mêmes. Cette loi n'est pas faite pour ça, elle est faite pour que l'entreprise assume sa responsabilité dans les chaînes de production. Et pour ça, elle a besoin d'un dialogue continu entre la direction, les représentants des salariés. Elle a besoin de dépasser certainement le seul compartiment de la direction des ressources humaines ou du développement durable pour s'intéresser aux directions, pour mobiliser les directions financières, stratégiques et le département des achats qui est absolument stratégique en matière de sous-traitance. Bref, c'est toute entreprise qui doit se mettre en mouvement, non pas pour cocher les cases, mais pour développer les moyens ad hoc qui permettent d'obtenir de vrais résultats, non seulement de prévenir un risque juridique et réputationnel, mais porter la fierté dans ses produits et dans les yeux de tous ses collaborateurs d'une entreprise qui est à la hauteur des défis du temps présent. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, en pratique, on le voit, les entreprises qui dépassent cette démarche tick the box et qui ont réussi à trouver des solutions sur mesure opérationnelles et donc effectives, sont celles qui ont créé des espaces d'influence collective et de dialogue avec leurs parties prenantes en interne comme en externe et qui ont su finalement aller plus loin et sur des enjeux particuliers.
Et alors, vous avez parlé du niveau européen. Quels sont aujourd'hui, pour vous, les enjeux autour de la future directive européenne sur le devoir de vigilance qui devrait aboutir d'ici la fin de l'année ? Alors le fait qu'il y ait une directive européenne, encore une fois, sitôt finalement après une loi nationale, est en soi déjà une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'Europe, c'est pas des directives qui tombent d'en haut et qui s'appliquent dans les nations, c'est la capacité pour les nations d'être le laboratoire de futures directives européennes. Donc ça, c'est la première nouvelle. Quels sont les enjeux aujourd'hui ? Les points de discussion importants. On est en train d'en faire l'inventaire entre la loi française, la loi allemande, les débats dans 7 autres pays européens, et puis les projets du Parlement européen, ceux de la Commission, et enfin le compromis adopté par le Conseil, le compromis provisoire adopté par le Conseil des États. Moi, je pointe, sans être exhaustif, 3 points d'attention dans les débats à venir. La première, elle porte sur le fait que la finance, le monde de la finance, des banques et des finances plus largement, soit intégré ou non dans le périmètre de cette directive. La position actuelle du Conseil des États, c'est que leur intégration est facultative, et c'est évidemment, ce n'est pas acceptable tant nous savons que ce secteur des finances est stratégique dans cette question de la mondialisation. Donc évidemment, une directive qui laisserait de côté la finance serait une hypocrisie insupportable. Donc il faut trancher cette question le plus vite possible. Il y a une question qui a surgi récemment. Si on est honnête, il faut dire qu'elle a surgi récemment, mais c'est une question pertinente. C'est celle de: est-ce que c'est une loi pour prendre en compte l'amont de la fabrication des biens et des services? C'est ainsi que nous l'avions compris. Est-ce que la responsabilité porte sur également l'aval, donc la commercialisation et la destination des biens et des services? La question a été posée. Il me semble que la réponse devrait être mesurée. Oui, dans certains secteurs, les grandes sociétés multinationales ne peuvent pas être indifférentes à l'usage qui sera fait de leurs biens et de leurs services, notamment en termes de protection des libertés et des droits humains. Mais encore une fois, une prise en compte de l'aval de façon globale et non différenciée serait un enfer normatif et n'aurait finalement pas de sens. Par contre, cette question ne peut être écartée dans certains secteurs qu'il nous conviendrait de lister. Enfin, la question de l'autorité administrative qui va accompagner les entreprises se posent. Est-ce qu'elle devrait être de taille européenne? Est-ce qu'elle sera nationale avec un réseau d'agences nationales? Quelle sera sa nature? Quels seront son statut juridique? Ce sont des questions qui ne sont pas encore tranchées. Il y a beaucoup d'autres questions comme la profondeur de la chaîne prise en compte, la nature de la prise en compte de la lutte contre le changement climatique, etc., etc. Beaucoup de questions restent encore en friche, mais je pense que j'ai pointé avec la finance la question de l'amont et de l'aval et des autorités administratives, des questions essentielles. La question de l'autorité administrative, préventive et accompagnatrice des entreprises, ne doit pas nous distraire de la question de la responsabilité civile, qui était un des points clés de la loi française, et dont il reste à vérifier que la directive l'active totalement et au bon niveau. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de travail dans ce combat européen. Moi, je sais une chose, c'est que la meilleure pédagogie sera celle de l'exemple. Et je suis profondément admiratif de la mobilisation des ONG, des syndicats, mais je suis tout autant de celle des entreprises, toutes celles qui ont compris, notamment pour les européennes, que leur place dans la mondialisation n'était pas toujours dans le moindre coût et dans le mépris des droits humains et de l'environnement, et que leur réputation, leur force, leur cohésion, la mobilisation de la ressource humaine en leur sein, et notamment leur capacité à recruter tous ces jeunes dans le renouvellement des cadres, ces jeunes issus de la génération climat épris d'éthique, passait par un authentique investissement sur une autre façon de produire et de commercer dans le monde. Et je crois que ces entreprises-là doivent nous éclairer, montrer l'exemple et entraîner toutes les autres. Ça sera donc, comme toujours, l'esprit d'entreprise, une boussole éthique, mais également une loi la plus fiable, la plus claire et la plus forte possible, une loi qui soit une loi européenne, qui soit à la hauteur des enjeux du monde. Ils sont tragiques. Merci beaucoup Dominique pour votre participation. Merci Charlotte et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bien sûr, on reviendra plus largement dans les prochains podcasts sur les évolutions autour de la loi française et de la directive européenne sur le devoir de vigilance et tous les enjeux que le député Dominique Potier a pointés. Et nous nous retrouvons pour un podcast sur le salaire décent, donc dans 15 jours. Merci à tous.
Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.